J'annonce que les États-Unis vont s'attaquer à l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de gaz, de pétrole et d'énergie russe, ce qui veut dire que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains. Et ce sera un autre coup très fort porté à la Russie de Poutine. Cette mesure a un fort soutien bipartisan au Congrès et dans le pays. Il s'agit d'aider le peuple ukrainien et de dire clairement que nous ne subventionnerons pas la guerre de Poutine. Cette décision a été prise en étroite consultation avec nos alliés et nos partenaires du monde, notamment en Europe, parce qu'il faut... J'ai toujours souhaité que nous répondions, que nous réagissions de façon unanime à la Russie. Il faut que nous soyons tous unis. Nous sommes conscients qu'un grand nombre de nos alliés et partenaires européens ne sont pas en mesure de nous rejoindre dans cette mesure. Les États-Unis produisent infiniment plus de pétrole que tous les autres pays européens combinés. En fait, nous sommes un exportateur net d'énergie. Nous pouvons donc prendre cette mesure alors que d'autres ne le peuvent pas. Mais nous travaillons en étroit contact avec nos partenaires et notamment nos partenaires européens pour réduire à long terme notre dépendance à l'énergie russe. Nous discutons de la façon dont nous pourrions obtenir cela. Et aujourd'hui, nous restons unis quant à notre objectif, continuer à accentuer la pression sur Poutine et sa machine de guerre. C'est une mesure que nous prenons pour infliger des peines supplémentaires à la Russie. Cela aura un coût pour les États-Unis. D'emblée, j'ai dit qu'il s'agissait de reconnaître que la défense de nos libertés aurait un coût pour nous aussi. Les républicains et les démocrates le comprennent. Les républicains et les démocrates sont conscients que nous devons le faire. Au cours de la semaine dernière, je me suis entretenue plusieurs fois avec le président Zelensky pour savoir comment étaient les choses sur le terrain. J'ai continué à consulter nos alliés européens et pour avoir leur soutien concernant l'Ukraine et le peuple ukrainien. Nous avons dépensé plus de 1 milliard de dollars. Des armes arrivent tous les jours en Ukraine depuis les États-Unis, des armes américaines. Et nous coordonnons nos livraisons d'armes avec nos alliés et nos partenaires, de l'Allemagne à la Finlande aux Pays-Bas. Et nous sommes en train d'organiser les choses. Nous apportons également une aide humanitaire à l'Ukraine et au peuple ukrainien, à ceux qui sont restés en Ukraine et à ceux qui ont pris la fuite dans d'autres pays. Nous avons des organisations humanitaires qui ont acheminé des dizaines de milliers de tonnes en Ukraine. Et il y a encore d'autres choses qui se préparent. Récemment, j'ai envoyé le secrétaire d'État Blinken à se rendre à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, ainsi que la Moldavie, pour voir comment les choses se passent et pour qu'il me fasse rapport. Le général Mullah également était également en Europe où il a rencontré ses homologues, ses alliés du flanc de l'Est de l'OTAN. Et nous tiendrons nos engagements vis-à-vis de l'OTAN. Dans le cadre de l'article 5, la vice-présidente Harris va rencontrer nos alliés de Pologne et de Roumanie cette semaine. J'ai dit très clairement que les États-Unis partageraient la responsabilité de l'aide aux réfugiés pour que le coût n'incombe pas simplement aux Européens. Et hier, j'ai parlé avec mes homologues de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni. Alors que la Russie escalade la violence contre l'Ukraine, il faut voir quelles mesures nous allons prendre avec nos alliés et nos partenaires du monde entier pour réagir à cette agression. Nous avons mis en place le train de mesures, le train de sanctions les plus importantes qui ait jamais été infligé. Et cela a fait du mal à l'économie russe. Le rouble russe a perdu 50% de sa valeur depuis le début de la guerre. Un rouble vaut moins de 1 penny américain. Et la Banque centrale fait des efforts
énorme pour maintenir la valeur du rouble. Nous avons coupé les principales banques russes du système monétaire international. Elles ne peuvent plus avoir de transactions avec le reste du monde. Nous avons également coupé l'accès à la technologie, je pense aux semi-conducteurs. Nous essayons d'affaiblir sa force économique. Nous espérons également affaiblir sa force militaire pour des années. Pendant le week-end, Visa, Mastercard, American Express ont tous suspendu leurs services en Russie sans que nous leur ayons demandé quoi que ce soit. De Ford à Nike, Apple, toutes les entreprises ont suspendu leurs opérations en Russie. La bourse a cessé de travailler avec un grand nombre de titres russes. La Russie a fait le choix de la guerre. Le département de la justice a mis en place une équipe spécialisée pour pour faire en sorte que les crimes soient jugés. Nous ferons en sorte que les oligarques se voient privés de tous leurs biens mal acquis, de leurs avions, de leurs propriétés pour qu'ils ne puissent pas aider Poutine. Il y a des yachts absolument géants. Je crois avoir lu qu'il y avait un yacht d'un oligarque russe qui faisait plus de 400 mètres de long. Bien ça représente des centaines de millions de dollars. La décision d'aujourd'hui va nous coûter. Les familles américaines payent déjà à la pompe le prix de cette guerre. Mais le prix à la pompe a augmenté de 75 cents depuis le début de l'invasion. Et avec les mesures que nous prenons, le prix ne va forcément augmenter. Je ferai mon possible pour que les choses ne soient pas trop graves chez nous. Il s'agit de 16 millions de barils de pétrole qui vont être prélevés sur nos réserves, dont la moitié viendront des États-Unis. Et nous prenons des mesures pour assurer une offre d'énergie fiable. Nous allons également travailler avec tous les outils dont nous disposons pour protéger les familles et les entreprises américaines. Je voudrais vous dire une chose. Je m'adresse aux sociétés financières, aux entreprises pétrolières. Nous comprenons que la guerre contre l'Ukraine va avoir un impact sur les prix. Ça, nous le comprenons. Mais ce n'est pas une excuse pour augmenter les prix de façon excessive, pour faire des profits, pour exploiter la situation, pour exploiter les consommateurs américains. L'agression de la Russie a un coût pour nous tous et ce n'est vraiment pas le moment d'en profiter pour en tirer des bénéfices. Et je vais vous dire ce que nous ne tolérerons pas, c'est que ces entreprises qui quittent la Russie entraîne d'autres entreprises. Je crois qu'il faut faire en sorte que nous ne profitions pas de la situation. Je tiens à être très clair sur deux autres choses. D'abord, il n'est pas vrai que mon administration limite la production d'énergie. Ce n'est absolument pas vrai. Même pendant la pandémie, nous avons produit davantage pendant ma première année de mandat. Nous atteignons un niveau record de production de pétrole et de gaz aux États-Unis. Et nous allons battre un record probablement l'an prochain. Aux États-Unis, 90% de la production a lieu sur Terre. Et il y a des millions d'hectares qui font l'objet de loyers. Ils peuvent travailler. Il y a 9000 acres 9000 permis qui ont déjà été octroyés. Donc que les choses soient claires. Ils ne les utilisent pas pour produire du pétrole à l'heure actuelle. Reconnaissons les choses telles qu'elles sont et disons-le. Par ailleurs, cette crise nous rappelle qu'il nous faut protéger notre économie à long terme et que pour cela, nous devons avoir une indépendance énergétique. J'en ai parlé également avec nos amis et partenaires européens. Je leur ai dit qu'il ne fallait pas dépendre du pétrole russe. Cela n'est pas tenable comme situation. Il faut accélérer la transition vers les énergies propres. Nos alliés européens en sont d'accord. À l'avenir, ensemble, je pense qu'il faut obtenir une plus grande indépendance. La réglementation sur l'environnement
ne va pas pour l'instant réduire le prix pour les familles, mais je pense que les véhicules électriques, les crédits d'impôt qui vont aider les familles américaines à utiliser moins d'énergie, tout cela va aider, va aller dans le bon sens. Et si nous y arrivons, et je sais que nous pouvons y arriver, plus personne n'aura à se soucier du prix du carburant à la pompe à l'avenir. On ne peut pas utiliser du carburant, des combustibles fossiles comme une arme contre d'autres nations. Il s'agit de fabriquer, d'exporter des technologies d'énergie propre partout dans le monde. Tel devrait être notre objectif. C'est celui vers lequel nous nous orientons. Au cours des 15 derniers jours, le peuple ukrainien a été une véritable inspiration pour le monde par son courage, son patriotisme, sa détermination à vivre libre. La guerre de Poutine a provoqué des souffrances énormes, des pertes de vie inutiles, qu'il s'agisse de femmes, d'enfants, de tout le monde en Ukraine. Et les dirigeants ukrainiens, comme les dirigeants du monde entier, n'ont cessé d'appeler au cessez-le-feu pour des raisons humanitaires, pour mettre en place une véritable diplomatie. Mais Poutine semble décidé à poursuivre son chemin meurtrier coûte que coûte. Des civils ont été frappés. La semaine dernière, il a attaqué la plus grande centrale nucléaire d'Europe, sans se préoccuper, semble-t-il, de provoquer une nouvelle crise. Plus de 2 millions d'Ukrainiens sont désormais des réfugiés. Il poursuit son avancée à un prix horrible. Mais une chose est d'ores et déjà claire. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour Poutine. Poutine pourra prendre une ville. Il ne prendra jamais tout le pays. Et si nous ne réagissons pas aujourd'hui à Poutine, le coût pour la liberté et pour le peuple américain sera bien plus important demain. Nous allons donc continuer à aider le peuple ukrainien qui se bat pour son pays et je demande au Congrès d'adopter un programme d'assistance de 12 milliards de dollars pour le peuple ukrainien. Comme je l'ai demandé, l'Ukrainien a fait preuve d'un courage physique. Le peuple ukrainien a prouvé qu'il n'était pas prêt à laisser Poutine faire ce qu'il voulait. Ils défendront leur liberté, leur démocratie, leur vie. Et nous continuerons à apporter une aide économique, une aide humanitaire. Nous continuerons à les soutenir contre la tyrannie, l'oppression, la violence. Et partout, dans le monde, les gens prennent la parole en faveur de la liberté. Et à la fin des choses, eh bien, la Russie se trouvera plus faible à cause de Poutine et le monde se trouvera plus fort. Et maintenant, je pars au Texas, je sais. Je sais que vous auriez beaucoup de questions, mais il y a encore beaucoup de choses à éclaircir et j'attends que nous ayons davantage d'informations pour cela. Voilà, pile 12 minutes très exactement d'intervention du président des États-Unis avec un détail qui m'a frappé, je ne sais pas si vous aussi Catherine, c'était la cravate. Vous avez remarqué la cravate? Non, je ne l'ai pas regardé, je l'ai juste écouté. Je sais que Didier l'a remarqué, la cravate. C'est vous qui me l'avez remarqué, sinon ça m'avait échappé. Mais pas votre... Le président des États-Unis, cravate bleue et jaune. Non, mais ça n'a l'air de rien. Mais c'est vrai, tout à fait. Oui. Cravate bleue et jaune pour le président des États-Unis. Alors, bon, on se posait la question de l'embargo ou pas l'embargo sur toutes les transitions de dollars ou pas. En l'occurrence, ça va donc être un embargo sur toutes les importations du pétrole, mais aussi du gaz. Et aussi du gaz. Non, pas d'embargo. C'est non-arrivée de pétrole dans les ports américains. Oui, dans les villes américaines, sur le territoire américain. L'embargo, c'est au départ. Là, on n'achète plus, n'est-ce pas? Voilà. Donc oui, donc c'est ce qui était prévu, hein, effectivement. Donc plus de pétrole et de gaz russe aux États-Unis. Il a souligné Joe Biden qu'effectivement ça aurait un prix pour les consommateurs américains, mais que tout serait fait effectivement pour essayer de limiter l'augmentation des prix. Et puis il a lancé aussi un avertissement, j'ai trouvé assez solennel pour un président américain.
aux entreprises en leur disant qu'il était hors de question, notamment les sociétés pétrolières, qu'elles en profitent au détriment justement des consommateurs et qu'elles en profitent pour en tirer des bénéfices. Donc là-dessus, il a été très clair. Et puis aussi, il a rappelé qu'ils allaient continuer, les Américains, à aider bien sûr les Ukrainiens qu'il a félicités pour leur capacité de résistance et de courage. Et il a donc demandé au Parlement de voter un budget de 12 milliards de dollars pour continuer à aider les Ukrainiens, dont il dit que chaque jour, des armes américaines, d'ailleurs, continuent d'arriver sur le terrain pour les aider. Donc il a parlé économie, militaire et puis aussi les droits de l'homme, en disant qu'effectivement, la Russie se trouvera plus faible et le monde plus fort après avoir défendu la démocratie ukrainienne. Ouais, et il a parlé de diplomatie aussi. Je vais me tourner vers vous, Didier. Je reviens vers vous après sur l'énergie, mais il a dit quand même, parce qu'on se posait la question tout à l'heure, on disait c'est une décision unilatérale du président des États-Unis, il a décidé tout seul, pour l'Union européenne, il n'en est pas question. Il a répété au moins 5 ou 6 fois le terme Union. Oui, nous sommes unis avec l'Union européenne principalement, en disant l'Union européenne ne peut pas se permettre. Exactement. Non, il l'a parfaitement intégré. Voilà. Moi, je suis d'accord. Franchement, c'est une bonne remarque. C'est important. Hein. Je pense aussi, parce qu'on se posait la question il y a une heure, est-ce qu'il va annoncer justement des sanctions qui s'imposeraient aux Européens parce qu'elles interdiraient toute transaction en dollars sur le pétrole. Voilà. Et ce qui aurait été une façon de nous imposer des sanctions en tant qu'Européens, et particulièrement aux Allemands, qui ont un gros problème de relation à l'énergie et donc à la Russie sur ce terrain-là. Or là, il a vraiment fait attention effectivement, il l'a répété à plusieurs reprises, il l'a fait en coopération, en accord avec les Européens. Oui. Il a expliqué aux Américains. Ça aussi, je pense que c'est important. Enfin, là, Catherine connaît beaucoup mieux que moi les États-Unis, mais je pense que c'est important qu'il l'ait expliqué aux Américains que eux pouvaient plus facilement se permettre d'accepter ce coût supplémentaire qu'il ne leur a pas caché, que les Européens qui vont déjà devoir aussi payer le prix de la paix et donc accepter le coût de la guerre que leur impose ou qu'impose à l'économie mondiale et à la stabilité mondiale Vladimir Poutine. Mais parce qu'eux ont malgré tout plus d'autonomie en énergie. Oui, et ça, c'est important. Et il a rappelé quand même aussi une chose importante, c'est que si on ne payait pas ce coût-là maintenant, on payerait beaucoup plus cher. On payerait beaucoup plus tard. Et il y a une chose aussi, et là je me tourne vers vous, Gérard Vespierre, c'est qu'il assume le côté guerre économique. Il le dit, nous on a un ministre en France qui s'est fait un petit peu rattraper par la cavalerie quand il a parlé de guerre économique, en l'occurrence Bruno Le Maire. Enfin, lui, il assume le fait de mener une guerre économique contre la Russie. Et ça, c'est important. Et je crois que Bruno Le Maire a effectivement enfourché le même cheval. Il était un peu trop loin en parlant du peuple russe. Ouais, mais autrement, sur le fond, c'est exactement sur la même longueur d'onde. Et donc, cette décision est relativement facile à prendre pour les Américains parce que les importations de pétrole russe ce sont des chiffres du mois de décembre vérifiés, ce sont des chiffres de l'administration américaine, représentent que 400 000 barils par jour. Donc les États-Unis... Donnez-nous un pourcentage plutôt, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas tellement compte. C'est 2% de la consommation américaine. 2% de la consommation américaine. Et le gaz ? On a les chiffres ou pas ? Le gaz, là, c'est... alors, ça ne concerne pas les États-Unis. Les États-Unis sont exportateurs nets. Donc, ils n'ont jamais acheté... Oui, ces temps-ci, ils n'achètent plus de gaz en dehors. De toute façon, il n'y aura plus de gaz russe. Le problème ne se pose pas pour eux. Alors, il y a un autre aspect qui est celui d'essayer de limiter la hausse des prix pour le consommateur américain. Et bon, ça peut aussi nous inspirer. Il a parlé de débloquer 14 millions de barils. Alors on dit qu'est-ce que c'est 14 millions de barils. Ouais, il faut savoir que les États-Unis, en tant que stock commercial, disposent pour les raffineries, entre autres, donc de 400 millions de barils de stock. D'accord. Et puis le Pentagone, la défense, a 600 millions de barils par jour, donc de barils. Alors, 600 millions de barils. Donc les deux, c'est 1 milliard de barils de réserve. Donc on prend 14 millions de barils là. Oui, mais ceci dit, oui, on entend, sauf que les prix montent. Alors, les prix, effectivement... Et on voit que l'Allemagne a commencé à demander aux pays de l'OPEP d'augmenter la production, parce que ça allait être compliqué. Absolument, parce que vous avez un marché qui est très, 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 très fluide. 90% des transactions de pétrole dans le monde, c'est du pétrole papier. C'est-à-dire que vous achetez du pétrole papier, vous vendez du pétrole papier, mais vous ne prenez pas
livraison. Donc, ni des fûts, ni du tanker, ni des camions citernes. Donc, ça donne une très grande volatilité. C'est très facile. Oui. Et donc là, on voit que dans des périodes de crise, eh bien, à ce moment-là, il y a de la spéculation, appelons un chat un chat. Bon, on peut gagner énormément d'argent très très vite. Donc ça pousse. Oui, c'est sans doute ce qu'il a voulu dire. Et d'un point de vue plus militaire, et là je vais me tourner vers vous, Général, et vers vous aussi, Ala Podier, mais Poedi, j'aurais écorché votre nom pendant toute l'émission. D'un point de vue plus stratégique ou militaire, on sait que Vladimir Poutine n'est pas totalement et tout le temps rationnel. Quelle peut être sa réaction à ça, militaire ou autre ? Ça, vous me posez une colle, parce que... On va vous aider. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais vous savez bien, malheureusement, que personne ne sait exactement comment va réagir le président Poutine. Là où je souscris totalement, c'est qu'il avait un plan A, est sûr. Et effectivement, je pense que ce plan B, il n'était pas clair du tout, en fait. Il avait, au départ, il voulait démilitariser l'Ukraine. Oui, c'est ça. D'accord. Et ensuite... supprimer le commandement, enfin la gouvernance ukrainienne. Démilitariser, c'est pas le cas. C'est raté. C'est en train de faire. Il se rend compte qu'il va y avoir des pertes de plus en plus importantes. C'est remarquable la résistance qui s'opère à Kharkiv et dans le nord, juste dans le nord-est de Kiev. C'est absolument remarquable. C'était beaucoup plus facile dans le sud. On va voir ce qui va se passer. Donc, la guerre semble durer. Les Ukrainiens vont avoir de plus en plus d'armements sophistiqués. Ils ont déjà détruit des avions avec leur système solaire. Les chars, il y en a de plus en plus qui se font avoir. On a des gros doutes sur la logistique. N'oublions pas que les troupes russes sont sur 4 fronts. Oui, c'est ça. 4 fronts. Oui, c'est ça. Même quand on s'appelle la Russie, c'est un challenge. Hein. Ouais. Et donc, il y a de grosses incertitudes. On va suivre ça, bien sûr, avec beaucoup d'attention dans les heures qui suivent. Et dans les jours qui suivent. Oui, bien sûr. Oui, juste pour continuer ce que vous venez de commencer à dire par rapport... on ne voit pas de sens dans cette stratégie militaire. C'est un peu une sorte d'action parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et aujourd'hui... ce qu'on a appelé un embargo qui n'est pas un embargo, on a bien compris, parce que c'est l'arrivée qui sera bloquée et pas le départ. Mais là-dessus... Vous connaissez Poutine, enfin pas personnellement, mais vous avez travaillé beaucoup sur cet homme. Vous connaissez sa psyché, si j'ose dire. J'ai observé pendant des années, oui, parce que ça m'intéresse, c'est un peu mon métier. Je suis aussi coach en interculturel. Quand je vois, en fait, Poutine, le problème de cet homme, c'est qu'il a voulu, depuis le début, de se faire accepter dans ce monde de grandes personnes parce qu'il était président de le plus grand pays du monde, bon, en tout cas dans sa tête, et pas président, mais plus grand pays du monde. Mais il n'a jamais été accepté parce que le tampon de KGB était toujours marqué sur son front, donc il est resté toujours à part et ça l'a détourné de cette possibilité d'aller vers les autres parce que les portes étaient fermées, donc il s'est renfermé sur lui-même. Il a décidé de faire de la Russie une sorte de quelque chose, d'une zone qui ne va pas aller dans ce futur qu'il déteste parce qu'il préfère vivre dans le passé. Il fait tout pour ça. Et aussi, dans sa psychologie aujourd'hui, il est étonné par la réaction d'une telle violence économique tous les partenaires. Et c'est ça qui le met en rage. C'est la réaction de ce président américain qui est assez critiqué, ce que vous nous disiez, Catherine, dans son propre pays. On va réécouter son annonce. Il y est allé direct, le président Biden, tout de suite. Il a expliqué ce qu'allaient faire les États-Unis. On écoute. Les États-Unis vont s'attaquer à l'économie russe. Nous interdisons toutes les importations de gaz, de pétrole et d'énergie russe, ce qui veut dire que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains. Et ce sera un autre coup très fort porté à la Russie de Poutine. Il s'agit d'aider le peuple ukrainien et de dire clairement que nous ne subventionnerons pas la guerre de Poutine. Cette décision a été prise en étroite consultation avec nos alliés et nos partenaires du monde, notamment en Europe. Oui. Alors voilà, sur ce Joe Biden très offensif et qui répète et répète que c'est fait en coordination avec les alliés, notamment les alliés européens, qu'il n'aurait pas décidé ça tout seul et que tout le monde était d'accord pour que les États-Unis prennent cette décision, sauf que l'Europe n'avait pas les moyens de suivre. Mais il y a une question qu'on se pose et c'est drôle parce que Didier, pour tout vous dire, vient de m'en parler pendant qu'on écoutait le président américain et je me posais la même question que j'allais vous poser, Catherine.
on se demande maintenant, tout à l'heure vous nous disiez, il est poussé par les républicains qui ont critiqué le fait qu'il n'avait pas livré les avions qu'il avait promis. C'est les républicains qui lui ont demandé d'y aller fort, etc. Alors qu'on a les républicains, la tête de gondole des républicains aux États-Unis, c'est un Trump qui est complètement pro-Poutine, et dont on s'est dit depuis quelques mois maintenant, heureusement que c'est pas lui qui est arrivé à la Maison-Blanche finalement l'année dernière. Oui, mais il était complètement atypique de ce point de vue-là, hein, Donald Trump. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, les 3/4 des Américains, et quand je dis les 3/4, je dois être encore en dessous de la réalité, sont entre guillemets anti-russes. C'est-à-dire qu'ils sont encore restés à l'époque de l'Union soviétique où vraiment c'était l'ennemi héréditaire. Ouais. Et c'est vrai que Donald Trump, comme il était poussé dans ses retranchements quand on lui disait, mais enfin quand même, Poutine, il est russe, etc., il disait peut-être, mais en tout cas, et c'est une des fois où il a dit des choses à peu près sensées, il disait oui, mais si un jour les États-Unis et la Russie réussissent à s'entendre, ce sera quand même meilleur pour le monde. Bon, il y avait à la petite exception près que le président russe actuel, effectivement, pose quelques problèmes à la planète entière. Mais en fait, c'était ça son schéma à lui. Et puis en plus, Donald Trump, il aime les hommes, les vrais, oui, donc Poutine, la testostérone, ceinture noire de judo, mal alpha, etc. Ça lui correspondait très bien. Mais y compris dans les rangs des républicains, l'immense majorité était totalement opposée à son attitude vis-à-vis de Poutine. Hein. C'était vraiment, il faisait un peu cavalier seul là-dessus. Ça le renforce à l'intérieur de son pays, Joe Biden, là, cette décision ou pas ? Ça le renforce dans le sens où il apparaît un peu, non pas comme un chef de guerre, parce que ça, on a compris, il l'a dit dès le début, hein, qu'aucun soldat américain n'irait sur le sol européen pour défendre l'Ukraine et encore moins y mourir. Mais au moins, il donne pas l'impression d'être inerte, parce que c'est vrai que depuis le retrait complètement chaotique d'Afghanistan, il est quand même apparu comme quelqu'un d'assez faible. Il ne réussit pas à faire passer les mesures qui avaient été son programme durant la campagne électorale pour se faire élire. Il va vraisemblablement perdre les élections de midterm là, au mois de novembre. Donc là, quand même, il essaie un peu d'asseoir son autorité en disant on n'y va pas militairement, mais on ne reste pas les bras croisés. Il a même dit qu'il allait aider l'Europe pour prendre en charge les réfugiés. Donc on voit que c'était un peu un discours tous azimuts pour prouver que l'Amérique, bien que lointaine, était quand même présente. Oui. À la nuance près, effectivement, que militairement, il n'était pas question qu'il y ait un affrontement à jouer entre un militaire russe et américain. Et peut-être aussi, Général Dutartre, avec l'idée que l'Europe réexiste aux yeux des États-Unis. Ah ben, c'était quand même plus tellement le cas. Mais le président Poutine nous a rendu un service immense à l'Europe, de ce côté-là. C'est le seul service qu'il a rendu, en tout cas, c'est donner une vraie unité européenne, remise en lumière les valeurs de liberté, de fraternité, quelque part, européenne. Et ça, quelque part, s'il y a un bon côté, c'est ça. Bien d'autre côté, qu'on oublie un peu, et je pense qu'il faudrait qu'on en parle un de ces jours, c'est la dénucléarisation militaire de cette planète. Et vous savez qu'en janvier 2022, il y a eu une réunion entre les Chinois, les Américains, les Anglais, les Français pour parler de ça avec les Américains. Et le président Mikhail Gorbatchev nous avait dit il y a 5 ans, il fait une tribune, il dit il faut absolument dénucléariser. On a 2 menaces sur cette planète, c'est le réchauffement climatique et c'est la nucléarisation militaire. Et il faut absolument qu'on s'attaque, si au moins cette crise, cette guerre, j'espère que ça viendra le plus tôt possible, peut nous rappeler ça, qu'il va falloir qu'on démilitarise.